Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre la clôture du congrès du MoDem, le parti de François Bayrou réuni depuis hier dans le 14e arrondissement de Paris. Et dans quelques minutes, nous suivrons en direct le discours de François Bayrou, réélu hier sans grande surprise président du parti. François Bayrou qui devrait s'exprimer aux alentours de 11h30. Et pour suivre et analyser ce discours, trois invités sur ce plateau. Le politologue Olivier Roucan. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Anita Hausser, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes éditorialiste chez Atlantico et puis notre éditorialiste politique Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau et sur place dans le 14e arrondissement de Paris pour nous faire vivre les coulisses et les réactions politiques. On retrouve tout de suite Rabika. Bonjour Rabi. Alors je le disais, le discours de François Bayrou va débuter dans quelques minutes. Que peut-on attendre de ce discours de François Bayrou, Rabi ? Oui, alors la salle des conférences du Marriott est déjà remplie. Il y a environ 600 personnes. Hier, Christophe Castaner, le Premier ministre, Édouard Philippe se sont exprimés. Aujourd'hui, c'est au tour de François Bayrou de venir s'exprimer. Il a été élu hier à près de 94% des voix à la tête de son parti. Il devrait s'exprimer pendant un peu plus d'une heure et devrait fixer un cap pour la suite du quinquennat et mettre en avant les priorités du mouvement sur les réformes institutionnelles ou encore sur le volet social. Pour rappel, François Bayrou avait interpellé le président de la République récemment sur la nécessité de l'affirmation d'un nouveau modèle social pour la France. Une façon aussi pour le président du MoDem de se singulariser, d'exister face à cette majorité La République En Marche écrasante. Avec 2 ministres au gouvernement et 47 députés, le parti centriste n'a jamais été aussi puissant. Mais paradoxalement, il peine à se faire entendre. Alors bien sûr, il y a eu cette loi sur la moralisation de la vie publique, mais on constate que peu d'amendements sont retenus et qu'ils ne sont pas souvent entendus, comme ça a été le cas sur la réforme de l'ISF. Alors ce qu'on peut tout de même retenir, c'est que le MoDem arrive à faire émerger des thématiques sociales dans le débat, comme ce projet de loi sur la résidence alternée des enfants en cas de séparation des parents. Et puis bien sûr, il y a l'Europe qui sera au cœur de cette matinée avec l'échéance des prochaines élections européennes. Hier, Christophe Castaner a appelé le MoDem à faire une alliance et à construire autour de 2 partis une liste ouverte pour les prochaines élections européennes de 2019. Merci beaucoup Rabi, on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale. Le discours de François Bayrou attendu dans quelques minutes. Et regardez sur ces images, c'est actuellement Marielle de Sarnez, la vice-présidente du parti qui est à la tribune. François Bayrou qui devrait donc suivre d'ici quelques instants. Alors Ludovic, on entendait un Rabi à l'instant dire le MoDem n'a jamais été aussi puissant, mais pour autant pèse-t-il vraiment le MoDem ? Alors, il pèse. Le MoDem, c'est la deuxième force de la majorité, avec 47 députés. Donc, il pèse numériquement. Après, est-ce que le MoDem est décisif pour faire adopter les lois du gouvernement ? Évidemment non, puisque avec plus de 300 députés, la République En Marche est assez hégémonique au sein de l'Assemblée nationale. Et en même temps, c'est vrai que le MoDem essaye pour montrer qu'il a une forme de valeur ajoutée, qu'il n'est pas seulement un supplétif de la République En Marche, essaye de faire surgir un certain nombre de thématiques. On va le voir sans doute avec François Bayrou tout à l'heure, qui va essayer sans doute de jouer un peu les Monsieur Plus sur une ligne peut-être un petit peu plus sociale, sur l'Europe, sur la réforme institutionnelle. Et puis il y a un moment où le MoDem pèsera malgré tout, y compris numériquement justement, c'est au moment où Emmanuel Macron tentera de faire voter sa réforme institutionnelle au Parlement par le Congrès. Et là, les 47 députés du MoDem et puis les sénateurs également pèseront effectivement de tout leur poids. On va revenir sur cette réforme, mais Olivier Roucan, comment peut faire le MoDem pour être une composante de la majorité présidentielle, ce qu'il est, et à la fois affirmer sa singularité ? Oui, la voie est assez étroite, puisqu'on le voit, puisque, comme il a été rappelé, les propositions pour l'instant faites par le MoDem sur le plan législatif ont été barrées par la République En Marche, et parfois avec peu de considération, et ils s'en plaignent, les députés MoDem. Donc la voie est étroite aussi parce qu'on voit que l'autre parti centriste, l'UDI, qui a pour l'instant plus d'élus locaux, et la suite ce sont des élections locales, que le MoDem, est en
plein travail, voire est en train de se déchirer, on pourrait dire. Or, si le MoDem fait trop entendre sa différence et gêne La République En Marche, il est clair que le président pourrait construire notre parti sur son aile, alors centriste, gauche, on ne sait pas trop, à partir des centres de l'UDI, avec également quelques constructifs, et le MoDem se retrouverait alors là pris en étau. Donc le MoDem, la voix est très étroite pour faire entendre, on va dire, une voix originale pour l'instant. Anita, Olivier le disait à l'instant, la voix est très étroite. Oui, parce que il y a le un centre espace politique pour le MoDem aujourd'hui. Pour le MoDem, sans doute, mais le centre est l'espace le plus disputé actuellement, parce que vous le disiez, il y a l'UDI, il y a les constructifs, et puis il y a le MoDem. Les députés MoDem ont été élus avec l'étiquette La République En Marche. C'était La République En Marche MoDem, c'est-à-dire que l'élan qu'on a vu au mois de juin, ils le doivent à Emmanuel Macron. Alors on me dirait qu'Emmanuel Macron doit son élan à François Bayrou. Donc c'est du prêté pour du rendu. Le MoDem, on existe qu'en se distinguant. Aujourd'hui, la majorité, c'est-à-dire La République En Marche, est encore assez homogène. Les sujets clivants vont arriver. Bon, le premier est annoncé avec les propositions sur l'immigration. Là, ça va effectivement grincer parce qu'on va voir la tendance de gauche se distinguer de la tendance de droite au sein de La République En Marche. Mais l'espace politique pour le MoDem est difficile. Ça compte surtout en termes de place, et donc ils ont intérêt à consolider le nombre d'élus, et ça va être le cas sans doute pour les élections européennes. Et pour les élections locales, eh bien, je pense qu'ils sont condamnés à faire équipe avec la République En Marche. Oui, c'est ce qui est en train de se profiler. Mais c'est vrai que le paysage au centre est complètement morcelé, hein, parce que c'est un peu le jeu des 7 familles, avec des responsables qui se distinguent au mieux avec des différences de fond, au pire sur des questions de personnes. Ce qui est le cas à l'UDI actuellement. Entre l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, Hervé Morin et les centristes qui prennent leur autonomie par rapport à l'UDI, les radicaux qui se sont réunifiés, mais déjà il y a de la dissidence, Agir de Franck Riester, dont on sait pas encore quelle est exactement la force de frappe. Et c'est vrai donc que François Bayrou, en tout cas le MoDem, qui doit beaucoup à l'élection d'Emmanuel Macron, mais vous le disiez Anita, Emmanuel Macron qui doit aussi son élan pendant la campagne présidentielle, en partie au moins grâce à François Bayrou. Finalement, le MoDem, même s'il n'est pas très audible aujourd'hui, est la principale force au centre, en tout cas au Parlement, parce que c'est vrai que dans les collectivités locales, l'UDI, pour l'instant, pèse plus. Mais justement, c'est le pari de François Bayrou, c'est aux européennes et aux élections locales, finalement, d'avoir une sorte d'alliance avec La République En Marche. On verra si La République En Marche y a intérêt, mais c'est ce qui est en train de se profiler, notamment pour les européennes, parce que François Bayrou a bien conscience que le défi d'après, c'est de renaître au niveau électoral, notamment au niveau local. Alors juste, on va écouter, parce qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, était présent hier à ce congrès du MoDem, et il a dit, ce que vous venez de dire, Ludovic, eh bien, il a rappelé l'importance de ce parti, du MoDem, dans la majorité présidentielle. On écoute le Premier ministre. Il n'est pas, je crois, interdit, il serait même malvenu, de passer sous silence un élément qui m'apparaît clairement à l'heure où je vous parle, c'est que le MoDem que tu présides, cher François, est pour le gouvernement un partenaire de tous les instants, utile, fiable et inventif. Un partenaire exigeant en privé et solidaire en public, ce qui, je ne vous le cache pas, est assez préférable à l'inverse. Édouard Philippe, on vient d'entendre Édouard Philippe, le MoDem est un partenaire exigeant en privé, c'est-à-dire qu'ils font entendre leur voix quand même au sein de cette République. Oui, mais ils négocient en douce, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, c'est ça que voulait dire Édouard Philippe. Le MoDem aujourd'hui a une valeur ajoutée à l'Assemblée parce que la plupart des députés MoDem avaient été des élus locaux ou étaient des cadres du parti, et donc ils sont, je dirais, plus efficaces dans la discussion parlementaire que ne sont les députés de La République En Marche, parce que finalement, il y en a assez peu qui émergent pour le moment dans le débat parlementaire proprement dit, alors qu'ils sont 308 et ne me demandez pas de réciter leur nom. Je ne vous le demande pas. Ludovic, en revanche, je vous demande, vous suivez, vous, ces travaux parlementaires à l'Assemblée, est-ce que ces 47 députés du MoDem, ils pèsent vraiment
dans les travaux Non, mais on le disait parlementaires. tout à l'heure, effectivement, pour l'instant, le MoDem ne pèse pas vraiment, et y compris au sein de La République En Marche, hein, dans le groupe majoritaire, certains estiment que voilà, il faut faire attention de ne pas maltraiter justement le MoDem, parce que, encore une fois, pour l'instant, tout va bien ou presque pour Emmanuel Macron, qui remonte dans les sondages. Les lois passent facilement à l'Assemblée nationale et au Parlement plus généralement, mais on ne sait pas comment peut tourner le quinquennat, et ça peut être une force d'appoint intéressante au fil du quinquennat, le MoDem. Et puis encore une fois, il y a en ligne de mire cette réforme institutionnelle qui arrive, et là, toutes les voix compteront, y compris bien sûr celle du MoDem. Et donc on voit bien dans les propos d'Édouard Philippe et du gouvernement d'ailleurs, parce qu'hier il y avait, outre Édouard Philippe, 5 membres du gouvernement, dont Jean-Michel Blanquer, dont Christophe Castaner. Il y a un peu de câlinothérapie dans les propos d'Édouard Philippe. Il ne faut pas oublier aussi que François Bayrou et Marielle de Sarnez d'ailleurs font partie du comité de la majorité qui a été mis en place par Édouard Philippe pour piloter un petit peu justement cette majorité et la politique du gouvernement. Donc on voit bien que l'exécutif fait attention à François Bayrou et au MoDem. Ludovic, on va aller tout de suite en direct de cette salle du 14e arrondissement de Paris où François Bayrou vient tout juste de monter à la tribune. On va suivre son discours en direct. On se retrouve juste après. Ça a été dit de notre 10e anniversaire en tant que mouvement démocrate. Ce congrès n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et je suis très fier d'avoir mené tous ces combats pendant 10 ans et de pouvoir aujourd'hui vous présenter cette équipe qui s'est exprimée tout au long de ces 2 jours, cette équipe qui est formée de ceux qui ont pris la responsabilité des grands choix que nous avons faits, ils viennent de s'exprimer, ceux qui sont aujourd'hui la voix de notre mouvement à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, quelques 60 parlementaires, et former cette équipe aussi de vous. Vous qui avez participé au Congrès, vous les milliers de militants qui nous écoutent peut-être à l'instant, des engagés, des citoyens engagés, des responsables civiques qui ont montré l'idée qu'ils avaient de l'avenir et qui ont montré quelque chose d'encore plus important, Marielle le disait à l'instant, que on peut avoir un idéal et faire entrer cet idéal dans la réalité. On a pris l'habitude au travers du temps, ceux qui s'intéressent au mouvement politique, de croire que il y a des idéaux dans un ciel lointain et que la réalité, elle est au contraire faite de demi-mesures, de reculades et d'arrangements. Pas toujours brillants, pas toujours présentables. Et nous avons montré exactement le contraire. On peut avoir un idéal et s'appuyer sur cet idéal pour changer la réalité, pour changer le monde. Permettez-moi de le dire, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais sans vouloir exagérer. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient à la démocratie en France et peut-être à la démocratie même au-delà de nos frontières. Et c'est ce que vous avez fait par cet engagement qui ne s'est jamais démenti, qui n'a jamais faibli et qui s'est au contraire affirmé avec l'idée que nous pouvions aller plus loin que beaucoup ne croyaient que nous pouvions aller. Donc ce congrès a montré cette équipe, a montré cette force, et il a montré que cette force était ouverte. J'étais très heureux qu'Alain Juppé nous ait envoyé un message au début du congrès. J'étais très heureux que le gouvernement, chère Jacqueline, chère Geneviève, soit là en force et en puissance.
J'ai beaucoup aimé le discours d'Édouard Philippe hier, et beaucoup parmi vous l'ont fait, et peut-être on peut lui dire par nos applaudissements. Et j'étais très heureux que Pierre Moscovici, en tant que parlementaire européen, avec les différences de parcours, en tant que commissaire européen, merci Marielle, en tant que le commissaire européen français, avec les différences de parcours qui sont les nôtres, vienne ce matin pour nous dire ce que nous avions de plus précieux en commun et qui nous unissait. Et donc une force pour la reconstruction du pays, et une force ouverte. Et il n'y a pas beaucoup de formations politiques qui peuvent affirmer cela. Jean-Louis Bourlange, qui est là-bas, a dit hier quelque chose d'absolument important pour moi, essentiel. Nous sommes une force aujourd'hui, mais en vérité, nous sommes une force parce que nous avons un patrimoine, une vision, une histoire, nous savons d'où nous venons, et qu'à chacune des époques de cette histoire, nous avons des inspirateurs. Alors ils ne sont pas là physiquement, parce que la vie change les choses, mais ils sont là par la pensée, par la volonté. Permettez-moi de dire que ceux qui, de notre famille politique, je pense à Robert Schuman, ont construit l'Union européenne d'aujourd'hui, la communauté européenne, ils sont là. Pour nous, ils sont là. Et je disais hier que comment se sentir étranger à ceux de notre famille politique, presque seuls dans la vie politique française, ont su dire non aux accords de Munich le jour des accords de Munich. Ça n'est pas du passé et ça n'est pas de l'histoire. Et cette phrase absolument admirable de celui qui était le jeune éditorialiste de ce petit journal qui s'appelait l'Aube, qui sera plus tard président du Conseil national de la Résistance, qui s'appelait Georges Bidault. Et je sais très bien que par la suite, beaucoup de choix nous ont opposés. Mais cette phrase admirable, au terme de son éditorial dans l'Aube, le jour des accords de Munich, il finit son éditorial, il a, Sarah, moins de 30 ans, finit son éditorial par cette phrase formidable, il dit « Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. » Congrès, commencement. Je veux vous dire ceci, le Congrès, c'est tous les 3 ans. Donc, je me reporte par la pensée à 2014, je me porte par la pensée à 2020. Mais, point n'est besoin de remonter si loin. Il y a 1 an, à cette même date, qui aurait dit que nous allions vivre ce que nous avons vécu? Eh bien, je peux vous dire que les choix successifs que nous avons été amenés à faire, les aventures incroyables de la démocratie française, ont fait qu'aujourd'hui, quelque chose a changé en profondeur, pas seulement dans notre équilibre politique, mais dans l'image que la France assume vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du monde. Vous vous souvenez tous, je suis sûr, de cette admirable chanson de Barbara, qu'elle a d'ailleurs regretté, paraît-il, quelques années après l'avoir chantée, parce que l'histoire c'est comme ça. Mais elle a dit « quelque chose a changé, c'est indéfinissable ». Et j'ai le sentiment aujourd'hui que quelque chose a changé, qui peut parfaitement être défini dans le climat de la démocratie en France, dans le climat de la vie civique dans notre pays. Qu'est-ce qui a changé? Oh, des choses très simples. Premièrement, il y a 1 an, tout le monde, en France et en Europe, et au-delà de nos frontières,
avait le sentiment que la France était précisément le creuset du pessimisme et des rejets. Si on avait fait une enquête en Europe, et peut-être au-delà de l'Europe, il y a un an, beaucoup de citoyens, beaucoup d'observateurs, beaucoup de penseurs avaient le sentiment que peut-être en France, il était possible que le pire se produise, c'est-à-dire la victoire de l'exclusion, le rejet de l'idée européenne, le renfermement de la France sur elle-même et l'organisation de la division entre Français. C'est ça que le monde voyait en nous. Il se trouve que c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est exactement le contraire qui s'est produit par l'engagement de centaines d'abord, de milliers après, de millions ensuite de citoyens qui ont voulu adhérer à un autre projet. J'écrivais dans le livre que je consacrais au mois de janvier 2017 à l'approche des élections présidentielles. J'écrivais « Il y a un moment où les peuples se lassent de la lassitude elle-même ». Je sentais monter cette fontaine-là, cette jouvence-là. Je sentais qu'une sève venait. Et cette sève, c'est Emmanuel Macron qui en a été le porteur et le défenseur devant les Français jusqu'à la victoire. Alors nous sommes venus en soutien, bien sûr parce que nous avons identifié le risque, et il était important. Bien sûr parce que dans les propos, les idées, la vision d'Emmanuel Macron, nous avons reconnu notre projet. Parce que c'est notre projet, disait-il. Mais c'est le nôtre aussi. Et donc, nous nous sommes engagés, et nous nous sommes engagés avec enthousiasme, avec efficacité, sans que dans nos rangs, quelles qu'aient été les analyses préalables des uns et des autres, les convictions préalables des uns et des autres, sans que dans nos rangs, une seule réserve s'exprime à l'égard du choix que nous avions fait. Mais cela vient aussi de la personnalité du nouveau président de la République. Et je veux le dire ici, parce que nous sommes quelques-uns à croire, au contraire de ce que les pessimistes nous ont enseigné au travers du temps, nous sommes quelques-uns à croire que c'est les hommes qui font l'histoire. C'est étrange, parce qu'on est depuis longtemps habitué à cette idée que, au fond, c'est l'économie qui décide de tout, c'est des mouvements profonds, mondiaux. Eh bien, nous avons vérifié en 2017 que ce sont les hommes, qu'il arrive que ce soit les hommes qui fassent l'histoire. Et Emmanuel Macron, avec sa jeunesse, avec l'enthousiasme qu'il a su focaliser, avec quelque chose qui n'est pas souvent dit et que je veux dire devant vous, avec la liberté d'esprit qui est la sienne, avec l'originalité d'approche et de pensée, et l'audace, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il n'en a pas manqué pendant l'année 2017. Il a su faire naître un monde nouveau. Nous sommes heureux de l'y avoir aidé, mais il est juste de dire que c'est lui, par son élan, par sa volonté, par son anticonformisme, qui a réussi à faire naître un monde nouveau, et je crois que c'est une gratitude que nous devons exprimer à son endroit. Il était dépeint par un grand nombre d'acteurs et d'observateurs, et par nous aussi quelquefois, comme un homme du moule du pouvoir en France. Eh bien, ce que nous avons vérifié pendant l'année, et ce que je vérifie tous les jours, et ce que je veux dire, spécialement moi, c'est qu'il n'est pas prisonnier du moule, et que c'est pour ça
qu'il est en capacité de porter, d'entraîner et au bout du compte de changer la situation du pays. Par exemple, ce n'était pas être prisonnier du moule et des habitudes que de nommer un Premier ministre qui venait précisément du parti le plus opposé à la vision que lui-même, président élu, portait. Eh bien, c'était un bon choix. Et nous avons vérifié que Édouard Philippe, avec ses idées, ses convictions, sa liberté d'esprit, lui aussi l'a montré, puis son style, une manière d'être. Parce que moi, je crois, vous savez, il y a une vieille expression française qui dit « le style, c'est l'homme ». Et le style, c'est la politique aussi. Une manière non agressive et non dupe, non agressive et en même temps pas dupe de ce que portait, avec l'humour qui fait qu'on se met en question soi-même et avec l'ironie qu'il faut quand on veut mordre. Eh bien tout ça, cette manière de mener l'équipe gouvernementale, tout ça répond à la promesse implicite qui était celle de la campagne d'Emmanuel Macron. Et pour nous, c'est une fierté de soutenir et de participer. Alors, nous avions vécu pendant des mois et des mois dans le scepticisme général autour de la proposition que nous faisions de changer la majorité du pays. Pas seulement d'obtenir une alternance, mais comme nous le disions à l'époque, d'obtenir la grande alternance. Pas seulement l'alternance qui vise à remplacer un camp par l'autre, mais l'alternance qui vise à remplacer les deux camps en même temps au pouvoir. Le nombre de ceux, je dis ça avec une toute petite délectation, le nombre de ceux qui nous ont expliqué que les institutions de la Ve République étant ce qu'elles étaient, il était impossible qu'un homme du centre, qu'un homme de ce terreau central du pays soit élu président de la République. Et il y avait beaucoup de raisons de le penser, puisque nous-mêmes, nous avions échoué dans cette bataille-là. Que c'était impossible, et que, en tout cas, si jamais il arrivait que cette élection fût acquise, alors on pouvait être certain d'une chose, il ne pouvait pas avoir de majorité. Comment auriez-vous une majorité, disait-il? Vous n'avez aucun sortant. Eh bien, nous avons montré de quoi ceux qui n'ont aucun sortant sont capables lorsque les peuples veulent que les choses changent. Et vous voyez, si l'on fait des additions depuis 20 ans, jamais l'addition des deux forces principales qui exerçaient ensemble le monopole du pouvoir dans notre pays, jamais l'addition de ces deux forces n'avait eu moins de 400 ou 500 députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, cette fois-ci, ils sont à 130 députés, à moins de 130 députés, ces deux forces-là. C'est dire la dimension de l'événement qui a eu lieu, l'effondrement de ces deux tours jumelles du monopole français et le surgissement d'une force nouvelle, puissante, originale, pas encore tout à fait organisée. Et il faut que tout le monde y travaille pour que la démocratie se renouvelle de l'intérieur. C'est une manière de se souvenir que ceux qui ont voulu le quinquennat pour l'élection présidentielle et le rétablissement du calendrier républicain, que la présidentielle précède les législatives alors que d'autres voulaient que les législatives précèdent la présidentielle. Ce rétablissement du calendrier républicain qui écartait ce que j'appelais à l'époque le calendrier dingo a permis que la vague de changements portée par l'élection présidentielle
que cette vague de changement emporte toutes les digues pour obtenir le paysage nouveau que la démocratie française méritait. Et c'est une logique, et c'est une stratégie, et c'est un plan, et je suis très heureux que nous l'ayons porté. Alors pourquoi? Oh, parce qu'il y a une chose que tout le monde, ou presque tout le monde niait, qui était une chose pour nous d'évidence. C'est que il n'y avait en France qu'une majorité cohérente possible. Une. C'était la majorité centrale. Et que les autres qui nous disaient « mais il faut une majorité ou de droite ou de gauche pour qu'elle soit cohérente », en réalité, ils mentaient. Ils s'aveuglaient eux-mêmes pour les plus honnêtes, ou ils essayaient de nous aveugler pour les autres. Parce que les deux majorités latérales, on a vérifié 10 fois depuis 20 ans qu'elles étaient totalement incohérentes, fracturées qu'elles étaient entre les extrêmes de chaque camp et les modérés de chaque camp. Pas d'unité à droite, pas de cohérence à droite, pas d'unité à gauche, pas de cohérence à gauche. Il n'y avait qu'une cohérence possible, c'était la grande majorité centrale, l'arc central, comme nous disions, que nous avons finalement imposé dans la vie politique du pays. Pour une raison profonde, et vous allez retrouver des accents qui étaient les nôtres pendant toutes ces années-là, c'est qu'en réalité, sur le fond, sur les options majeures, nous pensons la même chose. Ceux qui étaient sur les deux rives de cette vie politique artificielle, en réalité, ils veulent la même chose. Ils veulent une vie économique restaurée, rétablie, réhabilitée, revivifiée. Et ils veulent que cette vie économique que cette vitalité économique soit au service d'un projet social. C'est-à-dire, j'y reviendrai dans la suite du discours, que nous portions un modèle pour nous et pour le monde. Et ils savent bien que si l'on veut vraiment affronter cette question du changement en profondeur, si l'on veut avoir une politique de lutte contre l'évasion fiscale, si on veut avoir une politique de défense, si on veut avoir une politique d'environnement, Yann, alors il est nécessaire que se construise une Europe qui soit pas seulement une institution, mais une démocratie au service des citoyens. Et donc c'est la première fois depuis 2 décennies qu'il y a une majorité qui est fondée sur un accord profond, la majorité centrale du pays, celle que nous avons construite. C'est la seule majorité cohérente, et les majorités latérales, je les appelle comme ça, majorité d'un bord ou de l'autre, sont totalement incohérentes. Nous avons rendu à la vie politique française la vertu essentielle qui est de mener une politique avec une cohérence dans la pensée et dans l'action. Et je voudrais vous dire que ce mouvement-là de reconstruction, il compte éminemment pour les Français. Marielle l'a dit, ce qui est frappant, c'est que 7 mois après l'élection présidentielle, je vais avancer une proposition probablement hardie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de Français qui espèrent le succès d'Emmanuel Macron et de ceux qui l'entourent qu'il n'y en avait le jour du 2e tour de l'élection présidentielle. Ce jour-là, les gens votaient parce qu'ils pensaient que ce n'était pas possible. Il y avait dans ce vote un refus d'un danger, d'un risque et d'une insuffisance qu'ils avaient clairement identifié. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre. Oh, pas partout, pas dans tous les milieux, pas dans toutes les sensibilités, mais ça monte. Il y a chaque jour un peu plus de Français qui espèrent que le travail
entrepris par Emmanuel Macron et déjà accomplis en partie réussissent pour le pays, réussissent pour leurs enfants. Et ça n'est pas le moindre des succès que nous avons remportés en 2017. Mais cet espoir-là, cette aurore-là sur la vie politique, il est important pour nous, Français, mais il est important pour le monde. Nous étions, avec quelques-uns d'entre nous, avec Marielle, avec Jean-Louis, avec Jacqueline, avec Geneviève, nous étions, avec Frédéric, nous étions au sommet du Parti démocrate européen à Rome. Parti démocrate européen que nous avons fondé avec Romano Prodi il y a quelques années et qui est présidé par Francesco Rutelli et par moi-même. Et il y avait là des délégations de tous les pays européens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans chacun des sujets abordés, dans chacun de ces sujets, il y avait l'expression de l'espoir qu'Emmanuel Macron faisait naître au-delà de nos frontières, faisait naître en Europe. Et si nous regardons cela, alors nous apercevons quelque chose qui est extrêmement important pour nous tous et pour la réflexion sur les choix que nous avons faits. Alors nous voyons que si l'on regarde les grands pays du monde et les chefs d'État de ces grands pays du monde, si nos regards se tournent vers les États-Unis et M. Trump, ou bien vers la Russie, ou bien vers la Chine, ou bien vers les zones les plus dangereuses de la planète, le Moyen-Orient, ou vers les pays européens, alors il y a une chose que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, c'est que le président de la République française est aujourd'hui dans le monde un des leaders les plus entraînants et peut-être au premier rang des leaders les plus entraînants pour faire naître dans la vie de l'univers politique une force, une volonté, un projet qui change les choses, y compris à l'échelon international. Et si nous voyons ce qui a été fait récemment au Liban, ce qui a été fait dans les injonctions à la Libye, ce qui est fait dans l'affirmation d'une proposition face à M. Trump, qui soit une proposition de fidélité à la défense de notre patrimoine naturel, à la lutte contre le changement climatique, alors on voit que la bonne nouvelle pour les Français a été aussi une bonne nouvelle pour beaucoup de démocrates dans le monde, beaucoup de gens qui espèrent qu'un jour ou l'autre, les citoyens du monde vont reprendre la main sur leur propre destin. Et donc, dans cet espoir-là, le président de la République et ceux qui l'entourent au gouvernement ont une immense responsabilité, mais nous avons, nous aussi, une responsabilité éminente. Nous, comme citoyens, comme force politique, parce que j'ai toujours affirmé que la responsabilité de l'avenir d'un pays appartenait évidemment aux gouvernants, mais n'appartenait pas seulement aux gouvernants. Et même appartenait à la majorité, mais n'appartenait pas seulement à la majorité. Et que nous avions tous une co-responsabilité dans l'avenir du pays. Et même, si on veut réfléchir philosophiquement 30 secondes, et même que cette co-responsabilité-là, elle est précisément la définition de la démocratie. Nous sommes dans cette famille politique très attachés à un penseur et un homme d'engagement qui s'appelait Marc Sangnier. Et Marc Sangnier a donné de la démocratie une définition que je veux rappeler devant vous. Il a dit « La démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. » Et cette conscience et cette responsabilité, alors, elle nous enjoint de participer
à l'effort de reconstruction que portent le président de la République et le gouvernement. Alors nous voyons bien la responsabilité qui est la nôtre. J'ai évoqué, même si c'est en quelques phrases, la responsabilité de gestion, le rappel qui a été fait que nous avons été la première famille politique française à mettre en garde contre les déficits excessifs et contre l'explosion de la dette, nous donne une responsabilité pour que cette politique continue et s'affirme. Vous avez entendu Pierre Moscovici rappeler que désormais les déficits dans la zone euro étaient inférieurs à 1% et que nous, heureusement, nous avons réussi à vivre le passage au-dessous de 3%, mais qu'en vérité, ça ne suffira pas, parce que le seuil où la dette n'augmente plus, qui devrait être la première étape que nous nous fixons, ce seuil-là, il est inférieur à 2% de déficit. Encore faut-il prendre en considération les taux d'intérêt, dont, je dis ça à voix basse, nous ne sommes pas absolument assurés qu'ils restent au niveau minimal qu'ils connaissent aujourd'hui pour la plus grande chance de ceux qui empruntent, particuliers et États. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense qu'une menace de cet ordre existe. Et donc, cette responsabilité-là, qui a été heureusement assurée ces dernières années par la Banque centrale européenne, et je veux répéter ici notre conviction, qui est minoritaire pour l'instant, dans le débat politique européen, que si l'on regarde les grandes banques centrales du monde, celles qui ont la responsabilité de la création de monnaie, de la lutte contre les risques principaux qui viennent des crises, la Banque centrale américaine, la Constitution lui fixe 2 objectifs. Le premier de ces 2 objectifs, c'est la lutte contre l'inflation. C'est le cas aussi pour la Banque centrale européenne. Mais le deuxième de ces objectifs, et j'invite, comme Marielle l'a fait, que l'on réfléchisse à l'opportunité ou au devoir que nous devrions avoir d'ajouter au mandat de la Banque centrale européenne le mandat de gestion de la monnaie pour obtenir le plein emploi. C'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont aujourd'hui à un chômage extrêmement bas et que l'Europe demeure avec un chômage, hélas, trop haut. Il y a aussi dans les institutions une capacité de réponse aux crises sociales et même familiales que nous rencontrons. Donc, Banque centrale, objectif, plein emploi, autant que lutte contre l'inflation. Et c'est une chose évidemment centrale. Et puis le projet économique, nous le connaissons, le projet de gestion, c'est de libérer la créativité du pays, de faire en sorte que tous ceux qui ont à l'esprit d'inventer, d'adapter, de créer, de faire naître des entreprises, des innovations, ils puissent le faire sans avoir le sentiment qu'une chape de plomb, de normes, de contrôle excessif s'abat sur eux et paralyse au fond leur volonté de faire. Et de ce point de vue-là, les choix du gouvernement, je le dis, ont été des choix qui méritaient d'être soutenus et que nous avons eu raison de soutenir. Mais, au-delà de la responsabilité de gestion, il y a une perspective que je voudrais défendre devant vous. Notre responsabilité, elle n'est pas seulement d'adapter la France aux réalités économiques du monde. Ça compte, parce que les réalités économiques du monde, elles s'imposent à tous. Et qui voudrait les ignorer serait inéluctablement drossé, comme on dit pour les bateaux, sur les écueils. Mais nous ne sommes pas une force d'adaptation de la France. Nous sommes une force de révélation ou d'aide à la révélation du projet de société que doit porter la France dans ses frontières et dans le monde, auprès de ses citoyens et auprès des citoyens du monde. Je veux m'arrêter une seconde à ce point.
mais pour nous, pour moi, c'est très important. Toutes les études, il en est sorti encore cette semaine plusieurs, montrent que le mouvement que nous avons, avec d'autres, dénoncé depuis longtemps, que j'ai appelé dans un livre qui avait fait un peu de bruit autrefois, qui s'appelait « Abus de pouvoir », le mouvement des inégalités croissantes. Nous vivons dans un univers dans lequel la concentration continue des richesses entre les mains d'un nombre toujours plus étroit de puissants devient quelque chose d'absolument effrayant. Je vais vous donner les chiffres que cette étude récente a indiqués. Il y a 2 ans, la même étude indiquait que l'équivalent de la richesse détenue par la moitié les plus pauvres des citoyens du monde, les richesses de 50% des citoyens du monde, que l'équivalent de cette richesse était détenu par 62 milliardaires dans le monde. Et l'étude sortie cette année indique que pour arriver à ce seuil de richesse-là, il suffit aujourd'hui de 8 milliardaires sur la planète. 4 milliards, 3 milliards et demi d'un côté, d'hommes, de femmes, des familles, et de l'autre, 8 personnes. Et ce mouvement va croissant. Et pardon de le dire parce que je ne m'arrête pas du tout aux richesses ou à l'argent. Mais je veux aller plus loin. Ce mouvement-là d'inégalité croissante, étant donné l'état des sociétés de la planète, il retentit pas seulement sur l'avoir, mais il retentit sur le pouvoir. Ce sont les mêmes qui, parce qu'ils ont concentré les richesses, réussissent à offrir à leurs enfants, à leurs descendants, les meilleures écoles, les meilleures universités, les diplômes les plus flatteurs, tout ce que le savoir permet dans sa transmission d'offrir à des générations plus jeunes. Et la concentration perpétuelle de l'avoir, du pouvoir, de l'influence dans les mêmes mains est un danger pour la société ou pour les sociétés où qu'elles se trouvent. C'est un danger pour les sociétés du monde. C'est un danger pour les sociétés qu'on présentait hier en émergence et dont on voit que l'écart devient tellement insupportable qu'il menace même leur exigence. C'est un danger pour le monde, c'est un danger pour l'Europe. Mes amis, c'est un danger pour la France. Nous avons la chance d'être les plus préservés de ce mouvement-là. En particulier, je vais citer deux raisons. La première, c'est que chez nous, l'école est gratuite. Et je tiens à ce qu'on défende cette gratuité, y compris à l'université, et qu'on ait des universités de qualité qui permettent à des jeunes venus d'autres milieux que ceux habitués à ces pratiques soient défendus. L'école, l'université est gratuite, la santé est gratuite. Et donc ça empêche l'écart de grandir. Mais d'une certaine manière, parce que nous avons développé ce modèle-là, il revient à la France de montrer que dans la proposition, que dans sa logique historique, notre pays fait au monde, nous accordons autant d'importance à la libération ou au projet économique que nous en accordons au projet social, c'est-à-dire au projet de solidarité et au projet d'émancipation. La France a la responsabilité de proposer au monde un projet de société qui ne repose pas seulement sur la loi du plus fort, mais qui affirme que ce que nous voulons, en même temps, c'est la loi du plus juste. C'est la loi du plus juste qui est notre raison d'être, notre raison de construire
avancée, la loi du plus libérateur ou émancipateur. Le monde qui court vers un gouffre d'inégalité, il gagnera à savoir qu'il y a au moins un pays, un grand pays dans le monde qui considère que son but est au contraire un projet de justice. C'est ainsi que la France sera elle-même. C'est un besoin de notre pays. Alors, il y a des gens qui croient qu'un pays, c'est une succession de générations, et à chaque génération, indépendamment de celle qui précède, ses propres visions, ses propres obsessions. Nous ne le croyons pas. Je crois, oh c'est un peu bizarre, moi je crois qu'il y a dans les peuples un inconscient, comme le XXe siècle et la psychanalyse nous ont appris qu'il y avait un inconscient chez chacun d'entre nous, plus chez les uns, chez certains que chez d'autres, mais qu'il y a un inconscient, je dis ça juste pour vous faire sourire. Nous pensons qu'il y a un inconscient dans les peuples comme il y a un inconscient dans les personnes. Et dans l'inconscient du peuple français, on va le dire autrement, dans la mémoire immémoriale du peuple français, il y a ce besoin de porter un projet qui ne ressemble à aucun autre, refuser un projet de soumission aux pays les plus puissants, aux pays les plus forts, aux forces matérielles et de l'argent, un projet de soumission, y compris à ce que nous voyons de plus risqué dans la société, au surgissement immédiat que nous voyons sur les réseaux, dans les médias. Aucune soumission, une résistance, une volonté de dire mais vous trompez pas, vous êtes forts, mais nous voulons construire autre chose. Et ceci passe évidemment par un certain nombre de choix que je voudrais évoquer devant vous. Alors, ces choix, ils existent en politique étrangère, ces choix, ils existent en politique économique. Par exemple, il est du devoir de la France, y compris en matière de gestion, de proposer une politique de lutte contre les monopoles ou une politique de lutte contre la puissance toujours démultipliée des monopoles, même si ces monopoles sont dans des domaines de technologie nouvelles dont il apparaît qu'il est extrêmement difficile de les contrôler et même extrêmement difficile de leur parler. Mais cette lutte contre les monopoles, elle est un besoin de notre pays, je crois qu'elle est un besoin de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est très simple, si nous posons la question quel est l'instrument politique qui nous permettra un jour de lutter contre les monopoles si nous en décidons ainsi, ça s'appelle l'Union européenne. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Mais je veux préciser encore un peu le projet social. Le projet social n'est pas seulement un projet d'allocation. Pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que les allocations nécessaires dans beaucoup de situations, et le gouvernement en a tenu compte puisque sur le minimum vieillesse, par exemple, ou sur l'allocation adulte handicapé, par exemple, les choix du gouvernement, ou sur la taxe d'habitation, entre nous, le gouvernement a proposé une augmentation de ces allocations qui sont des allocations de solidarité, de présence auprès de ceux qui en ont le plus besoin dans la société française. Mais nous savons très bien d'abord que de l'argent pour des allocations, forcément, il y en aura moins dans l'avenir qu'on ne croyait qu'il y en avait dans le passé. Et ceux qui disent le contraire racontent, je crois, des histoires. Et donc nous avons le devoir de penser différemment le projet social de ce qui a été pensé dans les années précédentes. Et il y a une deuxième chose, c'est que dans une politique sociale qui ne serait fondée que sur
l'idée ou le principe des allocations, il y a quelque chose qu'on n'aperçoit pas, c'est qu'il arrive assez souvent que les allocations, elles aussi, soient une dépendance. Surtout quand rien n'est fait pour lutter contre cela. J'ai été très frappé, Alain Casabonne, je ne sais pas s'il est là, sénateur de la Gironde aujourd'hui, après avoir été maire de Talence pendant des années. Alain Casabonne a raconté une histoire qu'il venait de vivre. Il y avait devant sa mairie 8 jeunes SDF. Et parmi ceux-là, il y en avait un avec qui il a parlé, qu'il a essayé de sortir. Et c'est très simple. Ce garçon, on lui faisait une proposition de travail partiel, quelques centaines d'euros par semaine, quelques 500 € par semaine, et il ne pouvait pas les accepter par mois, excusez-moi. Je pensais aux heures par semaine. 500 € par mois, et il n'a pas pu accepter le travail partiel qu'on lui offrait parce que ça lui faisait perdre les autres allocations qu'il recevait. Et ceci, vous ne trompez pas, c'est par centaines de milliers que les Français sont soumis à cette désincitation-là. Je ne peux pas accepter le travail qu'on me propose parce que je vais y perdre. J'ai un cas très précis en tête, l'allocation d'adulte handicapé qui me permet de vivre. Et un pays qui aurait cette perspective-là, cette vision-là, alors ce pays-là, probablement, il chercherait à concilier le maintien d'une partie de l'allocation d'adulte handicapé avec l'incitation à prendre un travail qui changerait conditions d'existence d'un certain nombre de ses concitoyens. Politique de libération, d'émancipation. Je veux citer un autre exemple, et c'est Patrick Mignola qui l'a cité hier. L'idée que je défends devant vous, c'est qu'une politique sociale, ça doit être une politique de libération d'un certain nombre des déterminismes, d'un certain nombre des écrasements qui sont imposés aux citoyens, par exemple par la naissance, par le milieu social dont on est originaire ou culturel, par ses origines, ou l'origine de ses parents, ou l'origine de sa famille, les discriminations en fonction du nom, les discriminations en fonction du quartier, de son adresse. Et ces discriminations-là, qui s'y attaquent? Je ne veux pas dire personne, mais je veux dire pas grand monde. Ce que Patrick Mignola a raconté hier, c'est que les enfants d'un certain nombre de quartiers, lorsque vient le moment des stages de 3e en entreprise, je connais bien les stages de 3e en entreprise, c'est moi qui les ai créés. Et à l'époque, dans un charivari, l'idée que des enfants pourraient découvrir une entreprise, c'était les soumettre à la logique de l'entreprise privée. Et moi, je pensais que c'était une chose utile que de découvrir le monde du travail. C'est devenu une réalité universelle. Mais il y a des enfants pour qui c'est facile de trouver des stages. Et ce sont les enfants dont les parents ont l'habitude ou peuvent décrocher le téléphone pour appeler un copain, un artisan, un chef d'entreprise, un responsable d'administration pour obtenir un stage. Mais les autres, ceux qui n'ont pas les parents, qui connaissent quelqu'un, ceux qui n'ont pas le réseau, ceux-là, comment font-ils pour trouver un stage? Bien, moi, je crois qu'il est de la responsabilité de la puissance publique de conduire une politique en direction de cela, de s'adresser aux entreprises en disant « Madame, Monsieur, le chef d'entreprise, vous avez pris 4 stagiaires l'an dernier. Est-ce que vous acceptez d'en prendre 6 ? Et on va vous en présenter 2 autres. » Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'administrations, d'associations qui accepteraient de faire cet effort supplémentaire
à condition qu'il leur soit garanti que cet effort va s'adresser à ceux qui, autrement, n'ont pas d'autres solutions disponibles pour leurs enfants. Je trouve que c'est un choix très important. Et puis, une politique sociale, ça commence pour lutter contre ces déterminismes ou ces contraintes ou ces poids qui viennent de l'origine d'où on vient. Ça commence par l'éducation. C'est pourquoi j'ai été extrêmement heureux que Jean-Michel Blanquer vienne et à notre université de rentrée et à notre congrès au nom du même principe. Si l'on veut que les enfants ou que les jeunes se trouvent libérés de cette injustice qui leur tombe dessus, sans que, évidemment, ni eux ni leurs parents soient pour rien dans cette mauvaise distribution des cartes ou des atouts, alors il faut que l'école leur apporte ce qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs. Et ce qu'ils n'aient pas trouvé ailleurs, ce qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs, je vais le dire sans esprit corporatiste, la première chose que l'école doit apporter, c'est la maîtrise de la langue. Parce que la langue, ce n'est pas une discipline comme les autres. La langue française, l'expression écrite et orale, la réflexion, la capacité à dire, y compris à dire par son corps, les comédiens savent ça très bien, la capacité à traduire ce qu'on sent, ce qu'on pense. C'est deux choses qui sont essentielles l'une et l'autre. La première, c'est qu'on vous donne accès au pouvoir réel. Vous avez un interlocuteur dans une administration. Il entend à la première seconde, sans même aucune présentation, qui est en face de lui. Il sait quelle est celle ou celui qui s'adresse à lui. Et cette puissance d'affirmation, l'école devrait l'offrir. Ça, c'est la première chose et la première nécessité. Et la deuxième nécessité, ou en tout cas le deuxième conséquence, c'est que ça permet de lutter contre la violence, notamment la violence dans les cours de récréation, notamment la violence dans les cités. Parce qu'il se trouve que la violence est assez souvent l'expression d'une impuissance insupportable. On a au fond de soi-même quelque chose qui bout, une volonté de faire sentir quelque chose. Alors on y va à coups de poing. Et le jour où l'on apprendra à traduire ces sentiments-là, on désamorce d'une certaine manière la violence. Et donc, la langue, la culture générale, on est dans un monde où Internet offre tout, toutes les bibliothèques de la planète, toutes les connaissances de la planète, tout. Simplement, il y en a qui savent se repérer dans cette jungle et d'autres qui ne sont pas capables de se repérer dans cette jungle. Et c'est une extraordinaire inégalité. Et donc, je soutiens la politique qui, à l'école, veut revenir aux fondamentaux, à la transmission de la langue, de tout ce qui peut permettre de maîtriser la langue au nombre duquel je range les humanités, et la culture générale, qui est la boussole et la carte pour se retrouver dans la jungle du monde. Mais l'éducation, projet social, l'éducation, ça ne doit pas s'arrêter à l'école et au plus jeune âge. L'éducation tout au long de la vie devrait être une obsession des gouvernements du XXIe siècle. Et je voudrais que ce fût une obsession du gouvernement de la France et des gouvernements européens aujourd'hui. Alors c'est très évident pour tout ce qui touche à la formation professionnelle. Des dizaines de milliards qui sont mobilisés chaque année
sans qu'on ait la certitude qu'il s'adresse à ceux qui en ont le plus besoin. Et notamment, sans qu'on ait la certitude qu'il s'adresse à ceux qui, au chômage, en ont le plus besoin. Et donc, la réforme de la formation professionnelle qui va être portée est évidemment un pas décisif dans cette formation tout au long de la vie. Mais je veux aller plus loin. J'ai toujours été fasciné par la formation des États-Unis au début du XXe siècle. La formation des États-Unis, pays où tant d'immigrants venaient nourrir le tissu américain, elle s'est fondée pour une très grande part sur une réalité à laquelle je voudrais qu'on réfléchisse dans le projet social français, qui est l'école du soir. L'idée que tout le monde, où qu'il soit, peut trouver la formation dont il aura envie pour sa vie professionnelle, pour sa maîtrise de la langue du pays ou pour son épanouissement personnel. Et il se trouve qu'en 2017, nous sommes au temps où ce rêve qu'a fait les États-Unis est possible chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces instruments nouveaux, ces outils nouveaux qu'on appelle, c'est un terme barbare anglo-saxon, qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Course, les cours offerts par Internet avec les plus grands professeurs de la planète, qu'il est un peu ardu de découvrir tout seul, mais qu'une société moderne devrait permettre de découvrir à tous ceux qui en ont besoin, en ajoutant à ces instruments universels des moniteurs de proximité qui pourraient guider, là encore, dans la richesse des offres ou dans la jungle des offres. Je trouve que dans la formation, dans l'école tout au long de la vie, il y a là quelque chose qui ouvre un horizon à ceux qui n'en ont pas. Je vais ajouter une ou deux autres idées sur ce que le projet social pourrait être, non fondé sur les allocations. Il y a quelque chose qui m'a toujours profondément dérangé comme maire ou comme élu de proximité. C'est que toute la solidarité, elle est incitatrice ou elle porte à la solitude. Or, je considère, mes amis de Pau savent que nous sommes en train de préparer un grand plan anti-solitude pour la ville. Parce que la ville, c'est le lieu où on devrait être le moins seul. Et en réalité, c'est assez souvent le lieu où l'on est le plus seul, y compris à ne pas connaître son voisin de palier. Et donc, nous estimons que c'est le devoir d'une cité que de proposer un grand plan anti-solitude pour tous les milieux sociaux et pour tous les âges. Parce que les collégiens de la ville de Pau viennent d'avoir le prix national avec un film qu'ils ont produit sur le harcèlement, pour raconter ce que le harcèlement est dans la cour de récréation. Et parfois, ça conduit au suicide. Le harcèlement, c'est de la solitude. Le jeune qui entre à l'université et qui n'est pas extraverti, qui n'aime pas faire la fête ou ne sait pas faire la fête ou n'ose pas faire la fête, ou bien qui découvre le maquis des formations et comment on doit étudier à l'université, là aussi c'est de la solitude. La jeune mère de famille qui a 2 enfants et qui ne peut pas sortir le soir parce qu'elle ne gagne pas assez, elle rencontre personne, c'est de la solitude. Quand on avance en âge, ceux qui sont frappés par le veuvage, femmes ou hommes, ils se retrouvent tout seuls parce que les êtres humains, c'est comme ça, ça ne va pas spontanément vers qui connaît le malheur. C'est de la solitude. Et quand on avance en âge, au moment de la retraite, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie sociale. Pas tous, bien sûr, mais quelques-uns. Et puis le grand âge aussi. Donc, toutes les générations sont frappées par la solitude. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'État, enfin la puissance publique, sociale, etc.,
était incitatif, incitateur à la solitude. Par exemple, vous êtes tout seul. Vous avez une allocation logement et un certain nombre de minima sociaux, minimum vieillesse. Vous avez quelqu'un, un ami, un copain, avec qui vous pourriez vous installer parce que 800 € tout seul, c'est la misère, mais 800 € quand on est deux, ça fait 1600 €, et 800 € quand on est trois, ça fait 2400 €, et c'est une famille qui devrait pouvoir vivre parce qu'on se répartit les charges et les obligations. Mais à l'instant où vous vous installez avec quelqu'un, vous perdez vos allocations. Je dis que c'est un gâchis et c'est une blessure que nous devrions corriger. Il faut imaginer une incitation dans les politiques publiques à ce que les êtres humains se retrouvent pour partager le destin que la vie leur a offert. Toujours projet social, puis je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait égrener d'autres idées, ça va être l'objet de la réflexion qui est la nôtre. Je considère comme infiniment progressiste et méritant d'être soutenu dans le projet qu'Emmanuel Macron a proposé aux Français, je considère que l'idée de la deuxième chance, vous avez raté quelque chose, eh bien on vous dit « Mon vieux, l'histoire n'est pas finie ». C'est pas parce que tu as raté quelque chose qu'on va t'en tenir rigueur toute la vie. C'est pas parce que tu as fait une bêtise qu'on va te mettre toute ta vie à l'écart. C'est pas parce que quelque chose s'est cassé à un moment qu'on ne va pas t'aider à saisir une autre chance. La deuxième chance, alors vous voyez tout ce que ça veut dire du point de vue juridique, du point de vue aussi des juridictions, ce que ça veut dire pour le futur. La deuxième chance, et même la troisième chance, si on a besoin d'une troisième chance, c'est infiniment progressiste, c'est un projet infiniment social, ça ne demande pas d'allocation, mais ça libère et ça permet de voir l'avenir différemment. Voilà des idées pour le projet social du pays. Et vous voyez toute la démonstration que j'ai essayé de faire devant vous. Elle a une signification profonde. Ça n'est pas parce qu'il n'y a plus ou qu'il y a moins d'argent public que la porte est fermée à un projet social pour la France. C'est exactement le contraire. Nous savons qu'il n'y aura plus d'argent ou pas autant d'argent public qu'on le voudrait ou qu'on le pourrait, mais je pense que ça doit déclencher l'imagination de ceux qui sont profondément acquis à un projet social pour le pays. Je vais finir cet exposé sur une nécessité, c'est que nous bâtissions non seulement le projet économique, le projet social, mais le projet démocratique pour la France. Et vous voyez naturellement où conduit cette idée-là. Nous avons rendu vie à la perspective d'un centre indépendant et d'une majorité centrale pour le pays. Qu'est-ce que c'est que le centre ? Oh, c'est une chose très simple, Jean-Louis l'a rappelé hier en 4 idées lapidaires, je vais n'en retenir qu'une seule. Le centre, c'est la reconnaissance du pluralisme dans la démocratie. Le centre, ça dit une chose, vous n'êtes pas obligé d'être d'un côté ou de l'autre, spécialement quand les deux côtés se trompent. Vous avez la liberté d'affirmer un autre chemin, une autre voie, d'autres convictions. Et parce que vous refusez cette contrainte ou cette suggestion d'être d'un côté ou de l'autre, du même moment, du même mouvement, vous libérez tous ceux qui sont inconfortables, insatisfaits, qui n'acceptent pas que leur camp leur impose des idées qui ne sont pas les leurs. Nous sommes la garantie du pluralisme. Nous sommes la garantie du pluralisme pour nous. Et Dieu sait que nous n'avons pas l'intention de baisser pavillon sur ce point, mais nous sommes la garantie du pluralisme pour les autres en même temps. Parce que nous considérons que le pluralisme est une richesse. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait des gens de gauche à gauche.
Je ne suis pas choqué qu'il y ait des gens de droite à droite. Je me suis toujours battu simplement contre l'idée que le centre et la droite, c'était la même chose. Personne n'ayant jamais soutenu que le centre et la gauche, c'était la même chose, mais on aurait pu, et je me serais battu de la même manière. Mais ceux qui soutenaient que le centre et la droite, c'était la même chose, vous savez, le parti unique de la droite et du centre avec des traits d'union entre chacun de ces mots. C'est les traits d'union qui sont mon ennemi. Le centre a sa logique, sa vision, sa philosophie, son histoire, son projet. Et c'est bien pour tout le monde. Et si la droite a son projet, si la droite a sa vision, si la droite a son affirmation, ça ne me surprend pas. Et la gauche, pareil. J'ai toujours soutenu une maxime qui a souvent fait rire et que je considère au contraire comme absolument juste, c'est les partis se tiennent par leur noyau dur. Et si vous réfléchissez à cette maxime, alors vous vous apercevrez que la vie politique française l'a constamment vérifiée. Et donc, si l'on veut qu'il y ait un centre, il faut un noyau dur du centre. Parce que contrairement à ce qu'un certain nombre de gens vous disent, le centre c'est pas mou, le centre c'est dur. Enfin, ça doit être. Ne croyez pas que ce soit une idée provocatrice. C'est la réalité même de la démocratie. Quand elle est vivante, en France, en Europe, vous voyez ce que j'ai en tête? En France, en Europe, et c'est une nécessité. Et si c'est une nécessité, alors ça veut dire qu'il doit y avoir des institutions pour que ce pluralisme-là soit vivant et en bonne santé. Et la promesse qu'Emmanuel Macron a faite aux Français, c'est que précisément il allait garantir que le pluralisme puisse s'exprimer dans notre vie publique, en particulier par la relégitimation des assemblées, c'est-à-dire la diminution du nombre de leurs membres, ce qui est un engagement qui a été pris, et par l'introduction d'une loi électorale qui garantisse un mode de scrutin juste, c'est-à-dire proportionnel, c'est-à-dire où chacune des forces du pays aura désormais la légitimité de se faire reconnaître pour ce qu'elle est. Une voix, c'est une voix, et une voix donne les mêmes droits à quelque courant politique que ce soit. Ça va être un... Excusez-moi. Vous auriez dû applaudir, j'aurais pu rire. J'aurais pu boire. Rire, non, boire. La fièvre me saisit. Et donc, ce combat-là, car si je ne me trompe pas, ça va être un combat très important pour le rétablissement d'une vie démocratique normale, dans laquelle chacun des citoyens aura sa place, pour ce qu'il est. J'ai souvent dit, à quoi servait-il de voter à gauche à Neuilly ou à droite à Saint-Denis? Ce n'étaient pas des citoyens de deuxième zone, mais c'est des citoyens à qui la vie publique ne reconnaissait pas leur place, à qui la vie publique ne reconnaissait pas leurs droits. Et je m'adressais aux deux partis du monopole qui exerçaient le pouvoir alternativement depuis des décennies. Et je leur disais, mais qui êtes-vous pour refuser le droit de vote, c'est-à-dire le droit d'être représenté, à des gens simplement parce qu'ils ne pensent pas comme vous? Nous avons rompu avec cette malédiction. Nous avons brisé cette malédiction. Et nous allons, dans les mois qui viennent, combat très difficile, faire passer dans la loi, en tout cas nous ferons tout pour ça, ces engagements, cette vision que le président de la République a défendue devant le pays. Dernier point, et je m'arrêterai là, 2 phrases. Nous avons reconstruit, rétabli la possibilité pour notre pays
d'une majorité cohérente centrale. Maintenant, il faut l'organiser. Chacun doit s'organiser pour soi-même. Et naturellement, En Marche, il se trouve que j'ai beaucoup de sympathie pour la démarche de En Marche et ceux qui vont essayer de la faire vivre. Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Parce que nous avons essayé la même démarche. D'ouvrir largement à des origines politiques et à des sensibilités différentes pour construire un parti de transformation de la société. Nous avons essayé en 2007, avec le même impact et les mêmes difficultés. Donc, ça n'est pas moi qui regarderai ça de loin, au contraire. Si je peux aider, j'aiderai. Si nous pouvons aider, nous aiderons, ne serait-ce que par les meilleures relations possibles que nous devons avoir sur le terrain avec les représentants de ce mouvement. Il demeure que nous avons le devoir de nous organiser, chacun pour notre compte, mais aussi ensemble. Et cet ensemble, cette maison commune, comme je dis, pour rendre plus solide la démarche de ceux qui défendent la majorité centrale, pour préparer les élections, accessoirement, mais pas uniquement. Hier, des amis journalistes me disaient, mais au fond, vous voulez cette organisation pour les européennes ou pour les municipales qui viennent? Non. Nous voulons cette organisation parce que nous voulons que ce grand courant qui porte aujourd'hui la politique et l'avenir du pays, il soit vivant et fort et enraciné pour des décennies, pour les décennies qui viennent, pour l'avenir de la France. Et ainsi, si nous avons une claire conscience de ce qui a changé, si nous avons une idée nette du projet que nous devons porter pour le pays, si l'on comprend que les trois grands chapitres, projet économique et de vitalité, projet social, de nouvelle solidarité et de nouvelle attention et d'émancipation du plus grand nombre possible de ceux qui forment avec nous la société, projet démocratique pour que le pluralisme y trouve sa place, alors nous aurons durablement changé non seulement la vie politique, mais le visage de la France, et nous aurons rempli notre vocation. Merci de votre présence et de votre amitié. Ceux qui savent chanter, les deux voix sont Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, c'est sur cette Marseillaise que s'achève ce congrès du MoDem. Son président François Bayrou qui a développé son projet dans un discours de plus d'une heure. Nous allons y revenir avec nos trois invités toujours présents sur ce plateau. Anita Hausser, rebonjour, éditorialiste chez Atlantico. Le politologue Olivier Roucan, rebonjour Olivier. Notre éditorialiste Ludovic Faux. Alors Ludovic, François Bayrou qui a fait un long discours, je le disais, 1h15 de discours dans lequel il a longuement développé son projet social et son projet économique, Ludovic.
Oui, alors longuement développé, effectivement, même si concrètement on reste un peu sur notre faim, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, aussi bien pendant les discussions budgétaires où François Bayrou avait un peu critiqué en creux la réforme de l'ISF voulue par Emmanuel Macron, il avait invité le président à développer justement un projet social pour la France. Et là, aujourd'hui, François Bayrou a fait entendre cette tonalité. Alors il a dit qu'un projet social, ça ne se résumait pas à un projet d'allocation, certes, parce que François Bayrou est dans l'idée que il y aura sans doute de moins en moins d'argent public pour les allocations, mais ça manquait en revanche de propositions. Il a dit que le social, ça commençait à l'école pour réduire les inégalités. Il a parlé aussi de la nécessité de lutter contre la solitude. Mais on reste un petit peu sur notre faim sur les propositions concrètes. On était plus dans la philosophie politique que dans vraiment des mesures à mettre sur la table. C'est aussi votre avis, Olivier, ça manquait de concret, ce discours de François Bayrou ? Oui, mais cela correspond à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que la voie est tellement étroite finalement que là on est presque sur l'illustration de la théorie que le centre c'est un espace vide parfois, c'est-à-dire que ce discours, on a ressassé un certain nombre de thèmes, mais si vous voulez, il n'y a pas de propositions concrètes, y compris lorsqu'on dénonce les inégalités dans le monde et donc la place de la financiarisation de l'économie ou le poids des majors de l'Internet. Bon, que faire pour essayer de réguler les choses ? Il n'y a rien, il n'y a pas la moindre proposition. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment sur le dilemme pour le MoDem, c'est d'exister, d'arriver à forcer, j'allais presque dire parfois la République En Marche à changer un peu de braquet, mais sauf que pour l'instant, au-delà de l'affirmation, il n'y a pas la démonstration de fait. Oui, la seule proposition concrète, elle concerne les institutions, mais pour ce qui est du projet social, il a répété à deux fois que c'est pas parce qu'il y a moins d'argent qu'il n'y a pas de politique sociale. Moi, je voudrais bien qu'il explique comment on va faire. Et c'est du moins ce qu'essaye de faire le gouvernement. Et quand il dit que la BCE devrait avoir pour responsabilité la gestion des monnaies pour obtenir le plein emploi, ça laisse un peu dubitatif quand même. Au-delà de la tonalité, il est plus dans le pacte majoritaire, très clairement. Aujourd'hui, François Bayrou, on se posait la question avant son discours, il est plus dans le pacte majoritaire que dans la différenciation. Et d'une certaine façon, il semble presque en avoir pris son parti. Un petit mot avant de revenir sur ce pacte majoritaire et sa relation avec la République En Marche, sur la réforme des institutions dont parlait à l'instant Anita. C'était ça la deuxième partie de son discours, son fameux projet démocratique. Il la défend, c'est une réforme importante pour François Bayrou, cette réforme institutionnelle à venir. Oui, il a même rappelé pour le coup les engagements d'Emmanuel Macron. Sur ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis 6-7 mois, finalement, il a expliqué que le projet d'Emmanuel Macron, c'était aussi le sien et vice-versa. Et donc, il a en quelque sorte donné, au-delà des petites différences sur l'ISF notamment, il a en quelque sorte donné quitus au gouvernement de ce qui a été fait jusque-là. En revanche, effectivement, sur la réforme des institutions, on voit bien que là, il est très attentif parce que c'est l'existence même de sa famille politique. Voilà. C'était l'une des conditions de son soutien à Emmanuel Macron et c'est l'une des conditions de la poursuite de la renaissance finalement du MoDem et notamment cette question de la proportionnelle, c'est la chose sur laquelle il a été le plus concret effectivement. Oui, mais c'est une réforme sur laquelle il compte peser, François Bayrou. Mais dans quel sens ? La proportionnelle, on a bien compris, ça fait des décennies que les centristes de toute obédience veulent de la proportionnelle, ils ne sont pas les seuls, très bien. Simplement, les institutions et la réforme, c'est la justice, la place de l'indépendance du parquet, il y a vraiment du contenu, y compris d'ailleurs sur la question finalement de la démocratie et du pluralisme, il y aurait des choses à dire. À l'Assemblée nationale, on en discute depuis quelques semaines maintenant d'une réforme de... Bon voilà, ce n'était pas un discours qui visait à donner du corps, du contenu à un projet spécifiquement MoDem. C'est assez surprenant. Parce que quand il parle d'organiser la majorité, il ne dit pas comment. Oui. N'est-ce pas ? Il lance des idées, mais il n'y a pas de contenu concret. Non, on a bien senti que François Bayrou, finalement, était assez content, satisfait même, d'être là où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un an, le MoDem ne pesait rien. Il n'y avait plus de députés. Aujourd'hui, il y a 47 députés. François Bayrou fait partie du comité de pilotage de la majorité. Et on a bien senti pendant la première demi-heure de son discours, finalement, qu'il prenait assez largement sa part de la victoire d'Emmanuel Macron. Et donc, il se contente pour l'instant de cette résurrection du MoDem, peut-être avec la volonté de peser dans le futur. Mais on sent bien qu'il est aussi, même s'il n'en a pas dit un mot, dans la préparation des prochaines échéances électorales, européennes et municipales. Et il sait que le MoDem ne pourra poursuivre
poursuivre sa renaissance finalement que dans une alliance avec La République En Marche. Et donc, il reste finalement assez collé à son partenaire de la majorité. Et il a d'ailleurs longuement, on va juste écouter François Bayrou avant de vous entendre Olivier Roucan, puisqu'il a longuement parlé d'Emmanuel Macron, longuement parlé d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui était présent hier au congrès du MoDem. Je vous propose de réécouter un extrait du discours de François Bayrou. Nous avons vérifié que Édouard Philippe, avec ses idées, ses convictions, sa liberté d'esprit, lui aussi l'a montré, puis son style, une manière d'être. Parce que moi, je crois, vous savez, il y a une vieille expression française qui dit « le style, c'est l'homme ». Et le style, c'est la politique aussi. Une manière non agressive et non dupe. Non agressive et en même temps pas dupe de ce que portait. Avec l'humour qui fait qu'on se met en question soi-même. Et avec l'ironie qu'il faut quand on veut mordre. Eh bien, tout ça, cette manière de mener l'équipe gouvernementale, tout ça répond à la promesse implicite qui était celle de la campagne d'Emmanuel Macron. Et pour nous, c'est une fierté de soutenir et de participer. Olivier, c'est vrai qu'il a longuement, tout au moins pendant le début de son discours, vanté les mérites d'Emmanuel Macron, vanté les mérites d'Édouard Philippe, François Bayrou. Oui, il est tout à fait dans... il y a une impossibilité de choix, en fait. Ce leader, aujourd'hui, est dans le soutien. Il le dit, il l'assume. Il ne peut pas faire autrement, en fait. Et c'est ce qui est assez étonnant et remarquable pour un personnage politique qui a passé les 15 dernières années de sa vie politique à défier parfois des pouvoirs assez puissants. Mais là, c'est terminé. Et ensuite, il y a, et c'était assez remarquable et paradoxal, lorsque ce mouvement qui se veut démocratique, pluraliste, et il insiste là-dessus, finalement, sur le style présidentiel, fait l'éloge d'un pouvoir très vertical, très jacobin, voire que certains qualifient de bonapartiste parfois. Donc des centristes qui aujourd'hui apprécient ce style présidentiel, c'est nouveau. On va tout de suite prendre la direction du 14e arrondissement de Paris où se tient ce congrès du MoDem. Retrouver Rabi Ka. Rabi, vous êtes en compagnie de la ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault. Oui. C'est juste à ce moment-là que ça va. Oui, Ariane, je suis avec Madame la Ministre. Alors, on a eu François Bayrou qui nous a fait un discours très social. Quelle garantie demandez-vous à la majorité dans la suite du quinquennat ? Nous ne demandons pas des garanties. Nous exprimons ce qui est notre sensibilité. Et notamment, j'ai beaucoup aimé tout le passage de François Bayrou sur l'émancipation. Et aussi la manière dont il a écrit la libération au fond des systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il a expliqué quand il y a des minimums sociaux et que vous trouvez un travail qui pourrait compenser vos minimums, je vais y arriver, sociaux, ça n'est pas possible. C'est comme quand vous avez des soutiens au logement et que vous vous mettez avec quelqu'un, vous le perdez. La politique sociale, c'est la libération d'un certain nombre, de taquets qui empêchent les gens d'améliorer leur situation et qui permettent l'émancipation. François Bayrou avait appelé récemment Emmanuel Macron, en tout cas, à faire une vraie réforme sociale. Est-ce que le MoDem se veut l'aile gauche de la majorité ? Non, pas du tout. Nous sommes au centre. On ne va pas recommencer à faire de la droite et de la gauche au centre. Nous sommes des centristes. Nous avons des valeurs, des convictions que nous exprimons et qui sont bien sûr partagées par En Marche et par le président Emmanuel Macron. Si nous l'avons rejoint dans une alliance, c'est qu'il défendait les idées qui étaient les nôtres. Sur la question européenne, hier, Christophe Castaner a appelé à une grande alliance avec une liste ouverte. Est-ce que, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut rassembler tous les Européens, évidemment tous ceux qui se battent pour une amélioration de l'Europe. Et on sait comment des personnalités aussi différentes que François Bayrou, Alain Juppé et aujourd'hui le président de la République par son discours extraordinaire à la Sorbonne sont les promoteurs de cette Europe renouvelée. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup Rabi, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. Alors on entendait Jacqueline Gourault parler à l'instant
cet axe central. C'est vrai qu'il en a longuement parlé pendant son discours, François Bayrou, cet axe central, cette seule majorité cohérente possible finalement, a-t-il dit. Oui, c'est le triomphe de la stratégie de François Bayrou depuis 2002, même si ce n'est pas lui qui a porté cette stratégie au pouvoir, c'est Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que François Bayrou est finalement assez satisfait de la situation actuelle, c'est-à-dire que sa stratégie l'a emporté. Le MoDem qui était en état de mort clinique il y a un an a aujourd'hui retrouvé une place dans le paysage politique français et François Bayrou estime qu'il a appelé il y a quelque temps François Bayrou à finalement à la création d'une maison commune. Alors sans dire très concrètement quelle forme ça pourrait prendre, mais une maison commune entre La République En Marche et le MoDem. Alors non, pas tout à fait, parce qu'on voit bien que dans son esprit, ce serait plus qu'une fusion, ce serait une sorte de confédération qui pourrait notamment prendre forme au moment des élections, et en particulier des élections européennes, parce qu'il est clair que notamment sur les européennes, mais c'est aussi vrai assez largement au-delà des quelques petites différences, sur l'Europe en particulier, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que pense et ce que veut Emmanuel Macron et ce que pense et ce que veut François Bayrou. On va réécouter juste ce qu'en disait François Bayrou il y a quelques minutes de cet axe central et on en débat juste après. Les autres qui nous disaient mais il faut une majorité ou de droite ou de gauche pour qu'elle soit cohérente, en réalité ils mentaient. Ils s'aveuglaient eux-mêmes pour les plus honnêtes ou ils essayaient de nous aveugler pour les autres. Parce que les deux majorités latérales, on a vérifié 10 fois depuis 20 ans qu'elles étaient totalement incohérentes, fracturées qu'elles étaient entre les extrêmes de chaque camp et les modérés de chaque camp. Pas d'unité à droite, pas de cohérence à droite, pas d'unité à gauche, pas de cohérence à gauche. Il n'y avait qu'une cohérence possible, c'était la grande majorité centrale, l'arc central, comme nous disions, que nous avons finalement imposé dans la vie politique du pays. Anita Hausser, cet axe central que nous avons imposé, a dit il n'y a pas d'unité au centre non plus, il faudra quand même le rappeler. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction dans le propos de François Bayrou quand il parle de la liberté d'affirmer un autre chemin, c'est-à-dire le sien, et le désir d'appartenir à la maison commune, à la majorité, sans vraiment se distinguer et sans expliquer quelles sont les différences. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans son discours. Oui, et puis il y a deux choses. C'est aussi, la démocratie, ça vit aussi par l'alternance. Or, quand vous avez un centrisme dominant, alors ça va nous rappeler la démocratie chrétienne italienne, mais il n'y a jamais eu d'alternance pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, le modèle qui est proposé, c'est un changement de vie politique majeur, voire peut-être de régime politique, quelque part sans le dire, qui se profile. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'opposition en mesure d'alterner au pouvoir, finalement, quel est le poids des électeurs? Et en plus, si on utilise beaucoup de proportionnels, on sait que ce poids finalement diminue. Donc, il y a quand même un enjeu institutionnel fort. Cet axe central ira jusqu'à écraser la droite et la gauche? Et le deuxième, dans tous les cas, c'est ce dont il rêve. Oui, voilà, c'est ce dont il rêve, mais ça pose un vrai problème sur la définition qu'on a de la démocratie. Et le deuxième point remarquable, c'est à l'axe droite-gauche, qui a priori était soi-disant insignifiant, se substituerait un clivage en cours de construction, centriste, raisonnable et raisonné, fait pour exercer le pouvoir, contre ce que l'on appelle le populisme. Simplement, on voit aujourd'hui qu'ailleurs en Europe, si alternance il y a, cela n'est pas sans risque. On va retourner sur le lieu du congrès du MoDem dans le 14e arrondissement pour une autre réaction, celle du patron du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, à votre micro, Rabi. Bonjour Monsieur Fesneau. Bonjour. Alors l'opposition vous accuse régulièrement, en tout cas, de ne pas peser au sein de la majorité. Comment est-ce que vous marquez, comment est-ce que vous arrivez à exister au sein de cette écrasante majorité En Marche? Simplement en étant nous-mêmes et en portant les propositions qui sont les nôtres, sans une volonté de distinction pour la distinction, enfin toute l'opposition ne dise pas, parce que je crois qu'une partie de l'opposition voit aussi le travail que nous effectuons pour alerter. Ceci dit, l'opposition malheureusement pense pour un certain nombre de ses membres qu'elle est là simplement pour s'opposer. Donc on propose des amendements, en amont des textes on travaille avec le gouvernement, on n'est pas là à porter un drapeau en disant cet article-là il est le fruit d'une âpre négociation. Il faut qu'on apaise tout ça, il faut qu'on soit capable de se parler, de ne pas le mettre forcément sur la place publique, d'alerter sur des choses, que le gouvernement puisse évoluer, puis qu'on puisse avoir des débats à l'Assemblée nationale. J'allais dire quelque chose d'assez simple, on fait notre travail de parlementaire.
Et alors sur la question des européennes, Christophe Castaner hier a appelé à un grand rassemblement. Est-ce que vous êtes favorable? Oui, je salue le discours de Christophe Castaner sur cet aspect et sur les autres. Nous avons besoin que se rassemblent ceux qui pensent la même chose sur l'Europe, comme nous l'avons fait sur le champ national. Et donc je trouve que cette proposition et cette idée que nous partageons avec lui est une bonne idée. Merci beaucoup, Monsieur Fesneau. Merci beaucoup, Rabi. Très rapidement, Anita, on a entendu François Bayrou pendant plus d'une heure. Qu'est-ce qu'il peut espérer, François Bayrou, encore aujourd'hui? Mais je me le demande parce que le seul moment où le centre a vraiment pesé dans la Ve République, c'était entre 1988 et 1993, lorsque la majorité socialiste était relative et qu'il fallait l'appoint centriste pour faire passer les projets. Et c'est comme ça d'ailleurs que la CSG a été votée à l'époque, grâce au lobbying de Michel Rocard, pour qu'un certain nombre de députés centristes ne votent pas la censure à propos de la CSG, parce qu'elle avait été adoptée par... défaut, pardon, puisqu'il y avait eu une motion de censure. Mais aujourd'hui, le poids du centre, je ne le vois pas. Merci beaucoup. Merci Anita, merci Olivier Roucan, merci Ludovic d'avoir été sur ce plateau pour suivre et analyser avec nous ce discours de François Bayrou. Merci à Rabika qui était sur place pour recueillir les réactions politiques. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur les chaînes parlementaires.